Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Reste toujours Sophie Durocher. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue à Cube Radio, Sophie Durocher. Bon après-midi, Sophie. Bonjour, Julie. Alors, revenons à cette entrevue de Céline Dion à la journaliste américaine Hoda Kotb à NBC. Elle a confié qu'elle avait commencé à ressentir des symptômes de sa fameuse maladie de la personne raide en 2008. On va écouter ensemble un extrait de cette entrevue. You said not telling the truth was too much to carry. I could not do this anymore. What do you want me to say? I have, what? We did not know what was going on. I did not take the time. I should have stopped. Take the time to figure it out. Take the time as well, like it's not enough. Mm-hmm. My husband as well was fighting for his own life. Est-ce que tu as été stupéfaite d'apprendre ça, Sophie? Bien, stupéfaite, en effet, parce que, bon, on le sait qu'il y a eu une période où Céline Dion annulait des concerts, excuse-moi, c'est parce que je pense au cancer de René Angélil, d'où mon lapsus, mais... Voilà. Mais donc, on le sait, il y a eu une période où donc, soit qu'elle annulait des concerts, soit elle les reportait. Mais ce que je comprends surtout de ce que nous dit Céline Dion, c'est que, en plus d'avoir René Angélil à ses côtés qui combattait un cancer, en plus, elle, qui avait ses propres problèmes de santé, elle était affligée d'un troisième mal, qui était le mal du silence. On sait à quel point Céline, toute sa vie, puis je l'ai interviewée à quelques reprises, Céline, à quel point c'est un livre ouvert, à quel point ça a toujours été important pour elle de dire la vérité, d'être transparente quand elle traversait des moments difficiles, comme par exemple quand elle essayait d'avoir un enfant et que c'était difficile et qu'elle subissait des injections et tout ça et que ça n'arrivait pas. Ben, elle a toujours été justement un livre ouvert, elle en parlait. Donc là, d'être obligée, par la force des choses, de garder le silence sur ce qui lui arrivait, ce qu'on comprend, c'est que ça a été pénible et difficile pour elle parce qu'elle avait l'impression, d'une certaine façon, de trahir les gens qui l'ont amenée là où elle est, c'est-à-dire son public. Alors, de trahir son public, c'est à peu près la pire affaire que tu peux demander à Céline. Et... il y a un autre moment dans l'entrevue qui, moi, m'a absolument bouleversée, c'est quand elle raconte justement que c'est au moment où René Angélil est décédé en 2016, que là, elle s'est dit, ben, mes enfants viennent de vivre le départ de leur père. C'est pas vrai qu'ils vont en plus devoir affronter le départ de leur mère. Et c'est là que ça lui a donné une énergie, un surplus d'énergie pour vraiment se battre contre cette maladie, le syndrome de la personne raide, et qu'elle a eu une discussion extrêmement difficile et qui a dû être très pénible avec ses enfants, où elle leur a dit, écoutez, je veux pas que vous ayez peur. Oui, papa est mort. Moi, je suis malade. Je n'en mourrai pas de cette maladie-là, mais je vais devoir apprendre à vivre avec. Et on se rappelle qu'au moment, donc, si ça s'est passé en 2016, ça veut dire que et René Charles et Nelson et Eddie étaient quand même pas très vieux à l'époque. Mais non, elle donc, a c'était il y a 8 ans. En 2010. Alors ça, c'est... Elle a commencé à ressentir des symptômes en 2008. Et en plus, elle a eu des jumeaux par la suite. Ouf! Oui, alors c'est vraiment, on le sait que c'est une force de la nature, Céline. Aucun artiste n'aurait pu soutenir le rythme effréné qu'elle a eu dans sa carrière, à prendre des avions constamment, à faire des tournées. Elle était occupée constamment. Elle était poussée, évidemment, encouragée par René Angélil, mais tout le monde a été épatée pendant toute sa carrière, à quel point elle avait de l'énergie, à quel point elle avait de la concentration, à quel point elle était capable de se dépasser elle-même. Mais à un moment donné, on se rend compte aussi que vient avec ça une certaine vulnérabilité. Donc, mais quand elle raconte ce passage-là où elle a eu la conversation qu'elle a eue avec ses enfants, ben tu le sais, toi aussi, Julie, tu as des enfants, tu as un enfant. Donc, on peut pas imaginer parler à son enfant en disant, écoute, papa vient de mourir et là, maintenant, moi, je suis malade et on va traverser ça ensemble. Ça a dû être extrêmement difficile. Absolument. Dans un tout autre dossier, Sophie, on se rappelle tous de cette déclaration publique à l'automne dernier d'Adil Sharkawi. C'était en lien avec le conflit en Israël. Ça avait choqué, consterné bien des gens. On parlait à ce moment-là de possible incitation à la haine durant ce discours que vous voyez.
Mais Liman s'en est sorti sans accusation. Sophie, on s'en est parlé récemment, parce qu'il ne violait pas la loi canadienne. Et il y a comme une espèce de zone grise. D'ailleurs, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a posé cette question à la Chambre des communes. Écoutons-le. L'exception religieuse dans le Code criminel qui permet de dire et d'inviter ouvertement à la violence est un outil précieux pour les gens qui veulent, en effet, semer la violence. Est-ce que le premier ministre est d'accord pour abroger l'exception religieuse? Ce gouvernement combat le racisme et la haine comme aucun gouvernement ne l'a fait auparavant. Nous reconnaissons qu'il y a plus à faire et on va continuer de travailler avec nos services de police, avec les lois nécessaires pour renforcer la protection de tous dans ce pays. Bon, alors, Sophie, M. Trudeau n'a pas précisément répondu à la question, mais selon toi, est-ce qu'il faudrait revoir les règles? Excuse-moi de sourire, mais bon, Justin Trudeau qui répond pas à la question, c'est un petit peu un leitmotiv quand même dans la politique fédérale. C'est quand même, disons, dans ses habitudes. Mais revenons-en en effet au sujet de M. Charkaoui et de l'incitation à la haine et de la question soulevée par Yves-François Blanchet. C'est clair que, de toute façon, l'exception religieuse n'a pas vraiment de sens. C'est comme si on disait à la société, ben, tu peux traiter quelqu'un de ceci, tu peux traiter quelqu'un de cela, ce sont des propos haineux, mais si tu invoques le fait que dans un livre qui a été écrit par des gens il y a 2000 ans, ben là, c'est comme un passe-droit, c'est carte blanche, puis à ce moment-là, si tu invoques l'argument religieux, ben, tu peux dire des propos qui, normalement, dans un autre contexte, seraient considérés des propos haineux. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a un problème. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la Gendarmerie royale du Canada, donc, dit que, deux choses. Ils disent d'abord que le nombre de discours haineux est en augmentation au Canada et qu'il serait peut-être temps, en effet, de moderniser le code criminel pour se donner des outils pour faire face à ce nouveau discours haineux. Je m'explique. On en avait parlé, toi et moi. Monsieur Charkaoui, je t'avais dit que c'était quelqu'un de très intelligent parce qu'il a su exactement quels mots utiliser et quels mots ne pas utiliser. Ben, c'est justement de ça qu'on parle. Il faudrait moderniser le code criminel pour faire en sorte que les gens ne puissent plus louvoyer à travers les filets de la loi et que quand quelqu'un dit, comme l'a dit M. Charkaoui, les agresseurs sionistes, il faudrait n'en épargner aucun d'entre eux, ben, il faudrait que ce soit clair pour tout le monde que ce sont des propos haineux. Puis à ce moment-là, si on change le code criminel, le DPCP se sent beaucoup plus à l'aise de déposer des accusations parce qu'on pense en effet que dans le cadre d'un procès, on pourrait gagner contre quelqu'un comme M. Charkaoui. Donc, tout ce débat-là en ce moment, oui, absolument. Ce débat-là est absolument passionnant, mais je pense qu'il est temps, en effet, de moderniser le code criminel. Oui, surtout avec l'augmentation des discours qui pourraient inciter à la haine, là, qui sont littéralement en hausse selon la GRC. Sophie, soulignons le travail de nos collègues du journal. Amazon qui a retiré des T-shirts qui étaient jugés homophobes après que le journaliste ait posé des questions à Amazon. Sur le chandail, on peut lire « Taxes are gay ». Alors, ça pourrait se traduire « gay, c'est mal », finalement. Bon, d'abord, il n'y a pas beaucoup de contrôle chez Amazon parce que sans les questions du journaliste du journal, on n'aurait pas retiré les T-shirts. Et qui porte ces T-shirts-là? As-tu déjà vu ça à Montréal, toi, Sophie? Ben moi, j'ai jamais vu ça. De toute façon, moi non plus, j'aime pas ça, les impôts. Hein. J'aime pas les impôts, j'aime pas les taxes. J'aimerais bien mieux garder la totalité de mon salaire que d'en verser des fois jusqu'à 50% au gouvernement. Mais jamais je me promènerais avec un T-shirt disant que les impôts, c'est mal. Et la façon de dire que les impôts, c'est mal, c'est de dire que les impôts, c'est gay. Alors moi, en lisant le texte de notre collègue Francis, je veux juste pas me tromper, Francis Alain, on apprend que donc, aux États-Unis et semble-t-il aussi au Canada, il y a des jeunes, quand ils veulent dire que quelque chose est pourri ou que quelque chose est nul, ils vont dire « Ah ben ça, c'est gay ». Attends 2 secondes, moi je pensais que la nouvelle génération était pas homophobe, qu'elle était tolérante, qu'elle était ouverte. C'est absolument épouvantable d'utiliser l'orientation sexuelle de quelqu'un
comme une insulte. Et là, qu'il y a des gens qui trouvent que c'est une insulte qui est acceptable et qui en font des t-shirts, mais c'est le monde à l'envers, on marche sur la tête. Alors, c'est absolument incroyable que Amazon ait laissé passer ces t-shirts-là comme si de rien n'était, qu'ils aient si peu de contrôle. Et en effet, comme tu le dis, saluons le travail de nos collègues. Moi, je suis allée faire un petit tour sur Amazon pour bien vérifier. Et en effet, si vous tapez sur Amazon « Taxes are gay », vous allez voir, ça vous amène à comme une erreur de parcours, là, le fameux 404, là. Cet item n'est pas disponible. Puis là, il y a une photo d'un petit chien. Ah, ben là, le petit chien, lui, il nous indique que l'item n'est pas disponible. Mais c'est quand même assez incroyable qu'il faut que ce soit des journalistes qui rappellent à Amazon d'avoir un certain sens de la morale et un certain sens de l'éthique, quand même. Heureusement, les produits, effectivement, en question ne sont plus disponibles. Merci beaucoup, Sophie. Bonne fin d'après-midi à toi et à demain.